Condoléances du Mali à la Russie suite au drame survenu à Moscou la semaine dernière. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, a signé le livre de condoléances à l'ambassade de Russie ce matin. Vous l'entendrez dans le début de ce journal. La délégation malienne en Russie a pris part à la 13e édition du Forum international sur l'énergie atomique. Les objectifs du développement des technologies, les meilleures pratiques sont débattus par les acteurs du secteur. Le point de l'accord signé par le gouvernement et les centrales syndicales le 5 février 2021 était au centre des échanges entre le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et les syndicalistes. C'est pour évaluer la mise en œuvre du contenu de ce document. Jeûne et bien-être. Le jeûne est un devoir religieux, mais sur le plan sanitaire, il permet le repos, la détoxication et la régénération de l'organisme. Plus de détails en fin de journal dans Focus Santé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a signé le livre de condoléances à l'ambassade de Russie au nom du président de la transition suite au drame survenu en Russie. Il avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement cet acte terroriste. Écoutons successivement colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, et Igor Gromyko, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, des propos recueillis par Nohom Sissoko. J'ai appris l'attaque terroriste perpétrée à Moscou, au centre Crocus City, le vendredi 22 mars 2024, qui a coûté la vie à plus d'une centaine d'innocents et fait plusieurs victimes. En cette douloureuse occasion, je voudrais, au nom de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement, du peuple malien et en mon nom propre, exprimer au peuple ami de la Russie, aux autorités ainsi qu'aux familles durement éprouvées ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Je formule des vœux ardents de prompt rétablissement aux blessés. Pays épris de paix et de justice, le Mali condamne énergiquement cet acte ignoble et s'associe aux efforts de la Fédération de Russie visant à éradiquer le phénomène du terrorisme que rien ne saurait justifier. Je réitère notre solidarité aux autorités et au peuple russe. Dans ces moments pénibles, la Fédération de Russie peut compter sur la République du Mali, pleinement engagée dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Nous remercions beaucoup nos amis maliens que vous êtes touchés par cet attentat ignoble. Et merci beaucoup d'être arrivés ici. Je voudrais aussi vous informer que les condoléances que Son Excellence M. Assimi Goïta a adressées à Son Excellence M. Vladimir Poutine ont été déjà envoyées à Moscou. 13e édition du Forum international sur l'énergie atomique à Sochi, en Russie. Une délégation malienne y prend part. Sachez que c'est la plus grande plateforme d'affaires et d'exposition dans le secteur, un espace où les acteurs débattent des objectifs de développement des technologies nucléaires, échangent sur les meilleures pratiques et renforcent leurs partenariats. Envoyés spéciaux à Sochi, Yaya Konaté et Adaman Kamara. La Russie expose le savoir-faire de son industrie nucléaire et invite le reste du monde au débat sur le présent et l'avenir des dites technologies. De quoi donner à une cité balnéaire des allures d'une cité nucléaire le temps d'un forum. Pendant près de 48 heures, experts et scientifiques, entreprises et décideurs venus de plusieurs pays débattent ici à Sochi de sujets d'actualité, échangent leurs expériences mais aussi tentent de saisir des opportunités d'affaires. Le Mali en quête de souveraineté énergétique ne pouvait en aucun cas manquer ce rendez-vous. Nous avons bien compris qu'aujourd'hui, le monde aura 50% d'augmentation des besoins en énergie d'ici 2050, ce qui ne peut être résolu que par l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire qu'on a longtemps décriée comme une énergie qui tue, qui n'est pas propre, qui n'est pas saine, aujourd'hui, c'est cette énergie aujourd'hui qui fait partie des énergies vertes. Donc tout le monde est obligé d'aller vers cette énergie
pour en tout cas assurer les besoins de plus en plus croissants de la population et des industries. Parmi les sujets d'actualité à l'ordre du jour de Atom Expo 2024, celui concernant les énergies dites propres. Énergie propre, créer l'avenir ensemble, tel était le thème de la principale séance plénière du jour. Ce que nous avons retenu dans un premier temps, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord notre souveraineté technologique. Cette souveraineté technologique passe par les énergies propres. Ensuite, ça va au niveau des mines. Et cette énergie propre permet aussi de faire un développement industriel au niveau du pays. Nous allons commencer d'abord par les énergies solaires. Donc il est question de passer avec Novavin, la société russe, des contrats pour faire des énergies solaires au niveau de Bougouni et de Sanankoroba. Le Forum international sur l'énergie atomique Atom Expo 2024, une véritable immersion dans l'univers fascinant des applications énergétiques et non énergétiques des technologies nucléaires pour la délégation malienne qui y a trouvé de nombreux centres d'intérêt. Nous essayons de nous positionner en tant que pays à fort potentiel des ressources minérales, notamment l'uranium. Et nous avons aussi compris que cette énergie peut être utilisée à plusieurs fins, notamment dans le domaine de la médecine, dans le domaine agricole, mais surtout de la production de l'énergie électrique. Et donc nous pensons que le Mali aujourd'hui peut envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme et nous allons nous atteler justement à faire en sorte que les ressources minérales dont nous disposons puissent être utilisées dans ce sens, faire en sorte que notre pays puisse disposer d'équipements pouvant produire de l'énergie propre à des fins de modernisation de notre économie et surtout à des fins industrielles. En marge du forum, la délégation malienne a poursuivi ses échanges avec les sociétés et partenaires en vue de faire avancer les dossiers en cours. Le Mali qui, en outre, a signé avec la corporation russe pour l'énergie atomique Rosatom une feuille de route pour une coopération dans l'usage des technologies nucléaires à des fins pacifiques. Toujours en Russie, sur place, le ministre de l'Économie et des Finances, chef de la délégation malienne, a rencontré le directeur général de la Corporation d'État de l'énergie atomique Rosatom, qui est le principal organisateur de ce forum. La feuille de route signée avec le Mali ainsi que les projets en cours étaient au cœur des échanges. Écoutons le ministre de l'Économie et des Finances, Alioune Sanou. Il est au micro de nos envoyés spéciaux. Nous avons présenté les condoléances du peuple malien et de tout le gouvernement, du président de la transition, suite à la tragédie qu'ils ont connue, le terrorisme barbare qui a fait plus de 137 morts à date aujourd'hui. Nous avons donc, à la suite du président, confirmé que le Mali et la Russie restent engagés dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et que nous ne ménagerons aucun effort et que nous les soutiendrons également nous aussi du mieux que nous pouvons dans la lutte de la Russie contre le terrorisme. Maintenant, s'agissant des deux sujets majeurs, le premier sujet a concerné le domaine de l'énergie. Donc il y a non seulement l'énergie nucléaire dont il a été question. Donc la feuille de route va tracer le cadre de cette coopération. Donc nous avons dit qu'il faut que le Mali envoie au moins une dizaine de personnes en automne de cette année pour la formation dans le domaine de l'énergie nucléaire. On a également validé le fait que l'ambassade va prendre attache avec les affaires étrangères pour demander une augmentation de bourses d'études dans le domaine de l'énergie nucléaire, ce qui a été aussi acté. Nous avons également validé que le Mali a une demande sur la table de 2 à 4 centrales nucléaires de 50 mégas chacune et que ce soit des centrales modulables également dont on peut augmenter les capacités. Cela aussi a été également validé et la feuille de route nous permet déjà donc d'engager les premières réflexions et d'attendre les premières missions au Mali pour le choix des sites. Par rapport à l'énergie renouvelable, nous avons discuté avec la société Novavin, donc qui était également dans la salle avec M. Lilikachev, et il a été question donc de valider la réalisation d'une centrale solaire de 200 mégas à Sanankoroba avec 10% de stockage par batterie, la réalisation de la route d'accès. Et tout cela a des conditions très compétitives qui vont ressortir dans les contrats qu'on va signer dans les prochains jours. Il a été également question donc de faire la carte énergétique du Mali, comme cela avait été dit. Donc nous avons confirmé que le premier rapport
sera attendu au mois de juin 2024. Par rapport au secteur des mines, il a été question donc de développer très rapidement la production de lithium à Bougouni, notamment à Bougoula. Également de fournir, on a déjà fourni toutes les informations concernant l'uranium qui se trouve au Mali vers Kidal. Donc ils ont demandé des informations complémentaires et avec la société Tenex, nous allons accélérer le processus de discussion pour que très rapidement nous puissions commencer en tout cas les recherches et l'exploitation d'uranium, de lithium et de l'or au Mali afin de pouvoir financer très rapidement tous ces investissements que nous sommes en train d'envisager. Oui, des projets très ambitieux. À New York, CSW68, le Mali a partagé son expérience des One Stop Centers dans la prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles. La présentation faite par la directrice de programme pour l'abandon des violences basées sur le genre a porté sur le processus de mise en place des One Stop Centers et l'accompagnement qu'offrent ces centres aux victimes de New York. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga et Julie Traoré. Les 7 minutes, une femme dans le monde est victime soit de viol ou tentative de viol. Et une femme sur 3 est victime de violence. Des données fournies par ONU Femmes et qui donnent froid dans le dos. Au Mali, l'on fait face au phénomène avec des mesures drastiques de riposte. Une orientation nationale développée par la directrice du programme pour l'abandon des violences basées sur le genre. C'est dans cette optique que notre pays, le Mali, a mis en place les One Stop Centers, ou encore en français appelé guichet unique, adapté à nos réalités socio-culturelles en tirant des expériences reçues d'autres pays tels que le Rwanda, avec l'appui technique et financier des partenaires. Et ces centres sont fonctionnels aujourd'hui dans différentes régions du Mali. Depuis la crise sécuritaire que le Mali a connue en 2012 jusqu'en 2023, vous avez les chiffres devant vous. En 2012, on était à 2000 et quelques cas et en 2023, nous nous retrouvons à 15 000 et quelques cas. Depuis, les résultats tangibles obtenus par ce premier Stop Center holistique pour renverser la tendance ont entraîné une multiplication de ces structures à travers le pays qui en compte à ce jour 17. Ces centres sont pour la plupart logés dans des centres de santé de référence de 11 localités avec à la clé une prise en charge gratuite pour l'ensemble des victimes de violences. La violence basée sur les genres constitue un phénomène généralisé à travers le monde qui diffère d'un pays à l'autre et selon le contexte historique, économique, culturel, voire politique. Et à cause de l'ampleur de ces violences, ainsi que des conséquences graves, les violences basées sur les genres constituent non seulement un véritable problème de santé publique d'envergure internationale qui remet en cause les droits de l'homme et les principes d'égalité des sexes, mais surtout entrave le développement économique de la femme et de la fille. Au cours de sa présentation, la directrice du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre a fait non seulement le point du processus de création de ces centres, mais aussi et surtout les services qu'ils offrent aux victimes de violences tous sexes confondus. Les questions de l'assistance ont porté sur la collaboration entre ces centres, les services de sécurité, ceux judiciaires et aussi la nécessité de collaborer avec les écoles. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Bassirou Diomaye Faye, élu 5e président de la République du Sénégal, même si les résultats officiels de la présidentielle ne sont pas encore connus, les tendances publiées lui donnent largement gagnant dès le premier tour. Il a d'ailleurs reçu les félicitations du président sortant et de son rival Amadou Ba. Un véritable séisme politique, nous dit Ibrahima Traoré. De la prison au palais présidentiel. Voici Bassirou Diomaye Faye, le joker gagnant de l'opposition sénégalaise. Les résultats officiels de la présidentielle sont encore attendus, mais les tendances le déclarent d'ores et déjà victorieux dès le premier tour, face aux 19 candidats. Bassirou Diomaye Faye, qui fête aujourd'hui même ses 44 ans, devient ici le 5e et le plus jeune président de la République du Sénégal. Ce lundi après-midi, il a reçu les félicitations de son challenger Amadou Ba, puis du président sortant Macky Sall. Et depuis hier soir, plusieurs candidats l'avaient déjà félicité avant même la fin du dépouillement des bulletins de vote. Dimanche soir, dès l'annonce des premières estimations, les partisans de Diomaye sont sortis massivement à Dakar et dans certaines grandes villes du pays pour célébrer la victoire de leur candidat. Inspecteur des impôts, secrétaire général et membre fondateur de l'ancien PASTEF,
Bassirou Diomaye Faye s'affiche en panafricaniste. Il entend préserver la souveraineté de son pays, réformer la justice et mener une lutte implacable contre la corruption. Il promet également de renégocier les contrats pétroliers et de pêche et menace de sortir du franc CFA. Il est sorti de prison en compagnie de son mentor 10 jours seulement avant le scrutin. Diomaye avait été incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État après avoir dénoncé l'instrumentalisation politique de la justice à l'égard de son frère d'armes politique, Ousmane Sonko. D'ailleurs, c'est en novembre dernier qu'il a été désigné comme suppléant par le parti PASTEF Les Patriotes suite à l'échec d'Ousmane Sonko de réintégrer le fichier électoral. Et ici à Bamako, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et les centrales syndicales se sont réunis ce lundi pour faire le point de l'accord signé le 5 février 2021 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Et c'était en présence de la commission de conciliation. Reportage Mamadou Fani. Gouvernement et partenaires sociaux se retrouvent pour faire le point d'exécution du procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021. Cette rencontre regroupe les représentants des centrales syndicales, le Conseil national du patronat du Mali sous l'œil vigilant des conciliateurs. Chaque fois que le gouvernement signe un PV de conciliation avec une organisation syndicale, il est prévu des périodes d'évaluation. Et avec le PV du 5 février 2021 que le gouvernement a signé avec l'UNTM et le patronat, donc nous sommes à cet exercice d'évaluation. Et lorsque nous regardons l'ensemble des points de revendication qui sont contenus dans le PV, on a 9 grands points avec beaucoup de sous-points, ce qui peut nous conduire à peu près autour de 27 points de revendication. Sur les 9 grands points d'accord qui comportent plusieurs sous-points, certains ont été définitivement résolus selon le ministre et d'autres sont en cours d'exécution. À la date d'aujourd'hui, je pense que beaucoup de points ont été exécutés. Et lorsque vous prenez le point sur la grille unifiée en 2021, donc il y a la grille unifiée qui a été adoptée et avec des décrets d'application pour l'ensemble des corps de la fonction publique, ce qui a coûté à l'État plus de 200 milliards de francs CFA. Nous avons aussi en cours de traitement et très avancé les sociétés, donc ce qu'on appelle les compressés, que ce soit Comatex, Itema, Hôtel Azala et Tombouctou, Simekman. Donc beaucoup de ces compressés ont été payés. Il reste seulement quelques cas qui ne sont pas payés. Cependant, certains points du procès verbal connaissent un retard dans leur exécution, un retard qui pourrait être surmonté avec la volonté de l'ensemble des acteurs. L'objectif de l'évaluation, c'est ça, c'est de voir les points qui ne sont pas éteints, comment on peut rapidement effectivement travailler ensemble pour que ces points soient éteints. Et nous avons rassuré l'Union nationale des travailleurs du Mali que le gouvernement est vraiment résolument engagé donc à éteindre ces points-là, qui d'ailleurs est un point essentiel du pacte de stabilité sociale, qui est prévu d'éteindre l'ensemble des points de revendication, donc conclus avec les syndicats, de façon générale. Une fois les accords signés, de voir les partis honorer leurs engagements. Et par rapport à cela, oui, nous ne sommes pas du tout déçus. Le syndicat a mis en place des commissions qui ont travaillé avec différents départements ministériels. Et au jour d'aujourd'hui, on fait le point. Là où les revendications ne sont pas éteintes, on note que la mise en exécution continue. Et c'est ce qui est le plus important pour les accords syndicaux. Qu'on sente que le gouvernement a tenu compte de la revendication des travailleurs et des travailleuses. La mise en œuvre de l'ensemble des points d'accord entre le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat coûtera à l'État plus de 200 milliards de francs CFA. Le ministre s'est dit disposé à œuvrer pour que l'ensemble du PV soit exécuté. Et le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique, en application des dispositions de la loi 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mardi 26 mars 2024, journée des martyrs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Œuvre sociale du président de la transition, le conseiller spécial du chef de l'État vient d'inaugurer le forage du groupe scolaire de Sébéninkoro 1, en commune 4 du district de Bamako. Une cérémonie suivie par notre équipe de reportage, Balakissa Ouattara et Sidiki Balou.
Depuis plus de 30 ans, c'est la famille Fofana qui approvisionnait le groupe scolaire de Sébenikoro 1 en eau potable. Quand nous aménageons ici, il n'y avait ni eau ni électricité. Mon défunt mari m'a donné l'autorisation de laisser les élèves ainsi que les enseignants utiliser l'eau à leur convenance. L'inauguration de ce fourrage 312e du genre marque donc la fin de plusieurs décennies de pénurie d'eau. Elle témoigne également l'engagement du président de la transition auprès de la couche scolaire. Qui donne l'eau, donne la vie, car l'eau est source de vie. Nous, élèves de Sébenikoro, disons merci. Merci à son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Monsieur le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, la population de Sébenikoro est heureuse d'être parmi les bénéficiaires du dit projet sur des milliers de besoins exprimés à travers le pays. Par ma voix, je vous adresse mes sincères remerciements et vous rassure que nous allons prendre bon usage à ces forages pour bénéficier d'autres besoins vitaux dans les jours à venir. Ce fourrage ainsi inauguré va permettre aux élèves de maîtriser davantage les mesures d'hygiène et d'assainissement et leur maintien à l'école. L'équipe des œuvres sociales est particulièrement heureuse aujourd'hui de se trouver devant vous pour l'inauguration de cet ouvrage, ce fourrage. On a dit que les œuvres sociales ont été instituées par le président de la transition à son investiture. Il a décidé de mettre les 2/3 de ses fonds de souveraineté au service des Maliens. On a institué les œuvres sociales, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été réalisées. Les fourrages, on est à plus de 300 fourrages. Une équation parmi tant d'autres pour cette école vient d'être résolue et les écoliers se sont laissés emporter par leur joie. La Fondation Friedrich Ebert a présenté la 15e édition de son outil d'enquête d'opinion Malimètre. Pour cette édition, l'intitulé était « Que pensent les Maliens ?» Les enquêtes ont été menées sur la gouvernance, notamment la sécurité, l'éducation, la santé, bref, la gestion de la transition. Et plus de 70% des personnes interrogées estiment bonne la gouvernance de la transition. On en sait plus avec Youssouf Diakité et Brahima Koulibaly. La Fondation Friedrich Ebert mène régulièrement des sondages d'opinion politique neutres au Mali. Ces sondages, précisent les initiateurs, doivent être considérés comme la contribution de la Fondation Friedrich Ebert à la sortie durable de la crise politico-institutionnelle que traverse le Mali depuis 2012. C'est pourquoi cette 15e édition aborde des thématiques comme la transition politique en cours, les défis et priorités des autorités de la transition, la stabilisation et la sécurisation du pays, les partenariats et les échéances électorales. On a aussi constaté, on a reçu des réponses que des gens ont beaucoup de confiance sur le déroulement de transition et des acteurs de transition. Comme ça c'est intéressant pour regarder les défis qui restent, mais bien sûr aussi les satisfactions avec le travail de transition. Plus de 80% des gens sont satisfaits avec le déroulement de transition et bien sûr aussi qu'il y a une confiance de transition de dérouler dans une Mali plus stable. Il en sort que les Maliens et Maliens sont extrêmement optimistes. Le niveau de confiance dans les acteurs de la transition reste très élevé. Il ressort de ces 15e Malimètres des souhaits des Maliens, des souhaits relatifs au retour définitif de la paix et de la sécurité, à l'emploi des jeunes, à la sécurité alimentaire et surtout à la relance de l'économie nationale. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne était en commune 3 du district de Bamako ce dimanche pour échanger avec les jeunes dans le cadre du programme ministériel de la Jeunesse Kakene. Ils ont échangé sur les problèmes auxquels la jeunesse fait face. Reportage d'Aouda Kone. Après la commune 6, 1 et 5, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, était en commune 3 du district de Bamako pour échanger avec les jeunes dans le cadre du programme ministériel de la Jeunesse Kakene. Cette 4e rencontre avec la couche juvénile a tourné essentiellement autour de la gestion des espaces sportifs et de loisirs de la commune. Et ça a été une occasion de parler sur notre fêtière et en même temps les problèmes qui minent les jeunes de la commune 3, notamment les problèmes
des infrastructures de la jeunesse, socio-culturelle de la jeunesse, qui est souvent anarchiquement occupée par des individus. Et nous avons sollicité quand même le ministre de son concours pour qu'il puisse nous appuyer afin que nous puissions récupérer ces joyaux-là pour les jeunes. Et nous avons été très réconfortés par rapport à la rénovation du stade Mamadou Konaté, qui va être ouvert pour tous les jeunes, surtout les compétitions interquartiers et communales. Les échanges ont permis au ministre en charge de la jeunesse de cerner davantage les problèmes auxquels est confrontée la jeunesse de la commune 3. Nous savons qu'il y a des questions qui sont reprises d'une commune à une autre, mais aujourd'hui nous avons mis l'accent à ce stade aujourd'hui sur les problèmes qui sont liés aux problèmes fonciers. Les problèmes fonciers qui concernent la jeunesse, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'espaces de jeunes qui font beaucoup de cas de litige. Maintenant, je pense qu'il serait important que le département puisse avoir un regard là-dessus, avec le département concerné par rapport aux fonciers, pour savoir qu'est-ce qui est juste ou pas. La rencontre a aussi été marquée par une rupture collective suivie de la prière de Maghreb sur le terrain municipal de la commune. L'ONG Al-Farouk et ses partenaires turcs apportent assistance aux orphelins et aux personnes démunies. Ils viennent de leur offrir des produits alimentaires pour bien passer le mois de Ramadan. Compte rendu, Sokonaka Misoko. L'ONG Al-Farouk respecte une fois de plus la tradition qui consiste à secourir les personnes en situation difficile en ce mois béni du Ramadan. C'est à travers cette vaste opération de distribution de produits alimentaires à 300 familles, en majorité orphelines. Au nom des bénéficiaires, je remercie l'ONG Al-Farouk et ses partenaires d'avoir pensé à nous. Ce n'est pas leur première fois. Grâce à l'ONG Al-Farouk, nos orphelins sont dans des meilleures conditions. On souhaite que ce genre d'initiative se multiplie afin d'atteindre beaucoup de personnes. Al-Farouk est soutenu dans cette opération par l'ONG Yetim Walkfi de la Turquie, un partenaire stratégique. Le Mali est l'un des pays qui est très important pour nous. Et aussi, également, nous sommes des frères, parce que nous sommes des musulmans, les Maliens aussi. Donc, il est dans notre devoir de venir à l'aide aux familles démunies ici au Mali. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, pour pouvoir vraiment les aider avec ces dons. Donc, on peut dire que c'est l'objectif principal de notre visite ici. Donc, les dons sont composés d'huile, de sucre, la macaroni et aussi le riz. Nous sommes là pour 300 personnes et après ça, nous allons partir demain à un autre lieu pour distribuer 100. Je salue cette bonne initiative prise par ONG Al-Farouk à travers Waqf Al-Aitam de Turquie, en priant Allah, le Tout-Puissant, que Jannat El-Firdaus soit leur récompense. Ce présent don a coûté 12 millions de francs CFA. L'ONG Yetim Walkfi de Turquie intervient au Mali depuis plusieurs années à travers Al-Farouk. Et cette action humanitaire de l'international Aigle Amadou Aïdara, alias Doudou, en ce mois béni de Ramadan, il vient de remettre à travers sa fondation des vivres à 100 familles démunies de la commune 1. Mohamed Naman Keïta et Alou Bekone. Après Djikroni Para en commune 4 du district de Bamako l'année dernière, l'opération Ramadan de la Fondation Amadou Aïdara Doudou se tourne vers les familles démunies en commune 1 du district de Bamako. Sur le terrain principal de Djelibougou Djoumanzana, 100 familles nécessitées et reçoivent chacune un sac de riz de 50 kg, un sac de sucre de 5 kg et un bidon de 5 litres d'huile alimentaire. La Fondation Amadou Aïdara est née vraiment de l'idée d'apporter assistance aux personnes nécessiteuses, mais surtout d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons des personnes bénéficiaires variées avec différentes provenances. Notamment, on peut identifier des anciens footballeurs qui sont là, des personnes en situation de handicap. On se connaît, on connaît les ménages, on connaît les femmes qui ont perdu leur mari, qui sont dans des situations difficiles. Donc déjà, nous avons cette base de données existentielles. On n'a fait que renouveler, on est parti vers ces mêmes familles démunies qui sont dans des situations très critiques. Pour les bénéficiaires et reconnaissants, cette aide est d'un apport inestimable pour leurs familles respectives. Je suis vraiment comblée par cette aide,
Puisse le bon Dieu l'assister dans sa carrière. C'est une heureuse initiative. Cela ne me surprend guère de la part du jeune Amadou et de son frère Cheikh. Ils font beaucoup plus d'œuvres similaires dans l'ombre. Nous prions Dieu de rehausser davantage la carrière du joueur. À travers sa fondation, le shérif footballeur natif d'Ikela entend apporter son soutien au maximum des personnes démunies à Bamako et dans les régions. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière a présidé ce matin les travaux de la 26e session du Conseil d'administration du Centre international des conférences de Bamako, CICB. Le budget 2024 du CICB connaîtra une diminution par rapport à l'exercice écoulé, dont le budget était de plus de 2 milliards de francs CFA. Awa Ditma Kamara. Situé au cœur de la capitale, le Centre international des conférences est une fierté nationale. L'édifice qui a aujourd'hui fière allure est le berceau de plusieurs rencontres nationales et internationales. Mieux, il abrite aujourd'hui l'organe législatif de la transition. Autant de motifs de fierté pour les administrateurs qui se retrouvent ce lundi matin pour un exercice d'évaluation et de planification. Des documents soumis, il ressort que le budget 2023 qui s'élevait à 2 204 999 500 francs CFA a connu un taux global de réalisation de 61,08%. Ce modeste taux de performance est dû en partie à la conjoncture économique générale du pays, mais aussi aux difficultés de recouvrement de ces créances rencontrées par le CICB. Aussi, la plupart des activités programmées ont été réalisées ou sont en cours d'exécution. Des résultats obtenus grâce à l'engagement de l'équipe dirigeante à laquelle le ministre tire chapeau. Je tiens à féliciter la direction générale et tout le personnel pour le travail accompli, car nous avons reçu de nombreux retours positifs en ce qui concerne la tenue des lieux et la gestion des événements. Je vous invite à garder la même dynamique afin de maintenir le CICB parmi les meilleurs centres de rencontres de la sous-région. Le budget 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 510 982 000 francs CFA contre 2 204 999 500 francs CFA en 2023, soit une baisse de 45,93%. Une diminution du budget qui n'entamera en rien la détermination de l'équipe dirigeante à répondre aux attentes des autorités, celle qui consiste à faire du CICB l'un des fleurons de la culture malienne. Et l'école normale d'enseignement technique et professionnel soumet aux administrateurs le bilan des activités de 2023 et les projets pour l'année 2024. C'est à l'occasion de la 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'établissement Batraouri. Sentiment de satisfaction chez les administrateurs à l'ouverture de la 11e session ordinaire de l'ENTP, École normale d'enseignement technique et professionnel. Les résultats le démontrent car l'année universitaire 2022-2023 a été entièrement bouclée en décembre 2023 et le premier semestre de l'année universitaire 2023-2024 a effectivement commencé le même mois selon le directeur général de l'établissement. Au terme de l'année universitaire 2022-2023, sur un effectif total de 1376 étudiants, dont 320 étudiants admis au concours et tests d'entrée, 1164 ont été admis en classe supérieure, soit un taux de réussite de 84,59%. Ce taux prend en compte les 232 finalistes de l'année 2022-2023. La direction générale de l'ENTP saisit cette occasion pour soumettre aux administrateurs la relecture des textes de l'école. Ceci dans un souci de performance et d'amélioration de la gouvernance. Nous soumettons à votre appréciation les projets des nouveaux textes. Nous sommes convaincus que vos observations et vos contributions aideront à améliorer la qualité de ces textes. Les différentes activités programmées pour l'exercice budgétaire 2024 mettent en avant l'amélioration de la qualité des offres de formation et celle de la gouvernance de l'école. Je demeure convaincu que vos conseils, vos observations, vos recommandations, vos suggestions contribueront à aider l'établissement dans la réalisation de ces activités.
À l'ENETP, l'année 2023 a été marquée par d'autres activités, telles que la création de 4 laboratoires de recherche, la participation de l'établissement aux Journées nationales de la recherche et de l'innovation et enfin la cérémonie dédiée aux aînés sous le thème « Célébrons nos aînés ». L'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale dispose d'un budget prévisionnel de plus d'1 milliard de francs CFA. Pour l'exercice 2024, les administrateurs sont réunis à l'occasion de la 18e session ordinaire pour valider le projet de budget et le programme d'activité pour l'année 2024. Et nous retrouvons Batraoré. L'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale ANTIM s'était fixé comme objectif en 2023 la réduction des conséquences sanitaires des urgences liées aux désastres, crises et autres conflits. Conformément à cette vocation, l'ANTIM a pu réaliser 23 activités sur 30 programmées selon le directeur général. Les activités phares réalisées, on peut dire la validation du plan stratégique de santé numérique du Mali. Depuis environ une dizaine d'années, on cherchait à aller à ce document et enfin, on l'a eu en décembre de l'année 2023. Aussi, on est en train de faire l'informatisation des hôpitaux. En plus de cela aussi, au niveau de notre cabinet, on a rendu possible le conseil des cabinets sans papier. À l'ANTIM, l'année 2024 se présente comme celle des grands chantiers et de la réforme numérique. Tout cela doit être soutenu par un budget à hauteur des souhaits. Le budget 2024 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 139 721 000 francs CFA contre 1 140 657 000 francs CFA en 2023, soit une variation en moins de 936 000 francs CFA. Au regard des attentes et des missions assignées, l'ANTIM a besoin de l'accompagnement de tous et pour une mobilisation conséquente des ressources allouées. L'insuffisance des ressources humaines et la finition du nouveau siège sont aujourd'hui parmi les préoccupations à l'ANTIM. La nation malienne rend hommage ce mardi aux victimes de la répression des manifestations de 1991. Ce sera à travers le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument à elle dédié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En prélude à cet événement, les services de voirie et d'assainissement ont déployé ce matin une équipe pour donner un nouveau visage à ces lieux. Atmosphère matinale autour du monument des martyrs. C'est dans ce reportage de Tchemogo Konaté. Certains s'activant au désherbage, d'autres s'occupant de l'évacuation des déchets et de l'installation des couleurs nationales, alors que la citerne d'eau procède au lavage des lieux. C'est une équipe d'assainissement commise à la tâche ce lundi matin pour donner un néo look au monument des martyrs. Une tradition bien établie par les services urbains de voirie et d'assainissement que le directeur et ses agents perpétuent sous la tutelle de la mairie du district de Bamako. Ces travaux consistent à assainir tout autour du monument et puis l'intérieur aussi du monument des martyrs. En plus de cela, il est important de noter que tous les circuits qui seront empruntés par le cortège présidentiel est en train d'être assaini aussi pour l'occasion. Pour rappel, le monument des martyrs symbolise les victimes de la répression des manifestations de mars 1991. Une répression qui a commencé vendredi 22 mars pour s'achever le 26 avec la chute du régime d'alors. En hommage à ces combattants pour l'avènement de la démocratie, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, déposera ce mardi une gerbe de fleurs au pied du monument érigé pour la circonstance. Et nous revenons sur ce communiqué en application des dispositions de la loi numéro 05-04-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mardi 26 mars 2024, journée des martyrs, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. C'est parti pour la 3e édition du week-end bio à Kalabankoro, une foire d'exposition de nos produits agroécologiques et biologiques. L'objectif est de promouvoir la consommation des produits sains. Reportage d'Ossé Baba Diara et Aruna Diara. Des produits de cueillette, des produits végétaux, notamment des fruits et légumes, des céréales et même de la volaille. Voilà ce qu'on peut trouver à la foire d'exposition du week-end bio, un marché des produits agroécologiques et biologiques, ou à langue bambara, Séné Horon.
Il est initié chaque année par la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali en collaboration avec l'ONG AMSD. Alors, le week-end bio, c'est un concept qu'on a mis en œuvre sous la coordination du CNOP, qui est une fêtière de paysans du Mali, l'ensemble des paysans du Mali, et notre organisation qui est beaucoup centrée sur les questions de certification, la labellisation des produits agricoles biologiques avec le label SPG bio local. L'idée, c'était de créer un lien d'échange, des rencontres, d'information, de sensibilisation, même de plaidoyer pour faire la promotion de l'agroécologie et l'agriculture biologique. L'agriculture malienne constitue le moteur de l'économie de notre pays. Cependant, elle reste caractérisée par sa forte exposition et vulnérabilité au changement climatique, constituant ainsi un facteur limitant pour l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Les exposants viennent d'un peu partout du pays. Leur adhésion volontaire a été facile grâce à leur production biologique. Après une sollicitation à la production biologique annuelle. Depuis 15 ans, je suis dans la valorisation des produits locaux et c'est dans le cadre en fait, de l'agroalimentaire que j'essaie de valoriser les céréales locales et donc je développais en fait, je propose les 3 pains qui sont ici, donc pour un début. Donc nous avons le pain au haricot niébé, le pain au mil et le pain au sorgho. Ce que je représente ici, c'est de l'aubergine locale, et de l'oignon, de la pomme de terre bio, du piment et de la tomate. Le marché, ça se passe un peu bien. Bon, comme ce sont les produits bio, le marché est un peu lent. Les produits bio locaux visent à assurer la souveraineté alimentaire du pays et le département de l'agriculture soutient totalement cette action tendant à renforcer les capacités économiques et partenariales des producteurs. Et la transition est tout trouvée. Focus santé, le jeûne sur le plan sanitaire. La pratique a beaucoup de vertus. Le repos, la détoxication et la régénération de l'organisme sont quelques avantages du jeûne sur la santé des pratiquants. Malheureusement, certaines personnes ne doivent pas observer le jeûne à cause de leur état de santé. Les détails dans Focus Santé avec Koumba Sissé et Oumar Katraouri. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers. Mais surtout, il faut, pendant cette phase de préparatoire, boire au moins 2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Le jeûne permet de diminuer l'anxiété et l'irritabilité. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. À la coupure du jeûne, là, il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça, c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation, donc boire beaucoup d'eau.
Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle les troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, doivent ne pas jeûner. Quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Lorsqu'une personne a une insuffisance rénale, il en existe deux types, l'insuffisance rénale organique et l'insuffisance rénale qui est dite fonctionnelle. Mais je voudrais souligner le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Lorsqu'elle n'est pas sévère, on peut jeûner. Donc tous ceux qui souffrent de problèmes de calcul rénal doivent s'abstenir de jeûner. Naturellement, les personnes âgées, ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé, les diabétiques, les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça. Les personnes qui souffrent aussi du fameux ulcère gastrique doivent passer des examens médicaux avant de jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va aller impacter sur la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. Page noire de ce journal, notre collègue Kouroutoumou Berté n'est plus agent à la direction des finances, précisément au service d'approvisionnement et marché. Elle nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 53 ans. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure cet après-midi par ses parents, collègues et amis. Reportage Suleiman Sidibé. Cette place vide ne sera plus occupée par Kouroutoum Berté, tout comme ses collègues du bureau ne la verront plus jamais. Le destin en a décidé ainsi. Elle a débuté sa carrière au ministère de la Communication. Ensuite, Kouroutoum Berté intègre l'ORTM en 2007 en qualité de secrétaire de direction. Quelques années plus tard, elle effectue d'autres études qui vont la conduire au service d'approvisionnement et marché en qualité d'ingénieur en informatique de gestion. Sa disparition laisse un vide. Kouroutoum Berté, communément appelée Kourou, était une travailleuse exceptionnelle. Elle était unique à son genre. Elle aimait son travail et surtout sa religion. C'était la cousine de tous les membres du bureau. Il arrive souvent qu'il y a des différends entre les collègues. C'est elle-même qui intervenait pour les faire revenir à la raison. Vraiment, j'ai retenu de lui une dame exceptionnelle. Que son âme repose en paix. Durement éplorée, les deux familles de la défunte ne manquent pas de mots pour exprimer sa bonté, ses qualités. Elle était tout pour nous. Une sœur gentille, une sœur exemplaire, une sœur qui a aimé ses frères et sœurs, du père à la maman, même ses voisins, sa connaissance. Elle aimait tout le monde. Elle a collaboré avec n'importe qui. Depuis qu'elle a été mariée, elle a vu notre famille, elle n'a fait que construire notre foyer. Elle n'a pas de problème, elle ne parle même pas. Tout ce que tu dis, qu'on accepte. Vraiment, je la souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis. Kouroutoum Berté repose désormais au cimetière de Sotiba en laissant des enfants, parents, collègues et amis inconsolables. Dors en paix, collègues. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Plaise à Dieu. Bonne fin de soirée à tous.